Coloscopie, Frédéric Lenoir. Laurent Baffy. Frédéric, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. T'as une petite appréhension ou pas? J'ai toujours une petite appréhension quand je suis face à un individu suspect capable de me poser les pires questions. Non, on va faire ta vie, ton œuvre, et puis on va parler philosophie. Tu es le premier philosophe que je reçois. Donc ça va déconcerter certains auditeurs, ça va en intéresser d'autres, mais c'est un vaste sujet. Tu es né un 3 juin comme Raphaël Nadal, Julie Gaillet, Frédéric François, Joséphine Baker, Alain Resnais et Marc Dutroux. Bon, le dernier, ça me rend pas fier, mais les autres, j'aime bien. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Nadal. J'adore le tennis. Je joue au tennis, j'adore Nadal. J'adorais parce qu'il est là, s'il a quitté les cours, mais... 14 Roland Garros. Ah, incroyable. Est-ce qu'on pouvait penser qu'un mec pouvait gagner 14 Roland Garros? C'est quoi ton style de jeu? Toi, t'es fond de cours, toi? Non, pas tellement. Moi, j'aime bien l'offensive. Donc, je monte très souvent et je me fais lober à tous les coups parce que je suis petit. Mais je continue parce que j'aime l'attaque. Et t'es pas passé au padel? Pas du tout. Et en fait, pour te dire la vérité, j'ai arrêté de jouer. Depuis que je suis en Corse, là, j'ai pas de tennis à côté, c'est compliqué. Il y a un padel. Parce qu'on fréquente un peu les mêmes alors villages en Corse. Tu m'indiqueras alors. Je t'emmènerai au padel. Toi, tu t'y es mis au padel? Bien sûr. Ah bah alors, j'avais dit jamais. Je veux bien que tu m'inities au padel parce qu'on n'est pas loin. J'avais dit jamais et j'ai craqué. C'est une drogue dure. Ah ouais. Tu verras, c'est une drogue dure. Revenons à toi. Tu es né en 1962 à Tananarive. Pourquoi Tananarive? Parce que mon père était haut fonctionnaire et qu'il a vécu 5 ans au Maroc et 5 ans à Madagascar. Donc j'ai deux de mes frères et sœurs qui sont nés au Maroc. Il aidait ces pays-là à construire un État après l'indépendance. Et donc en fait, il leur permettait de construire une structure étatique viable. Et après, tu sais, quand il est revenu, il a été secrétaire d'État à l'action sociale et il a fait des lois pour les handicapés, les personnes âgées, etc. Ça a toujours été un grand serviteur de l'État. Il a fait des lois pour interdire les handicapés dans les lieux publics. C'est l'inverse, pour faciliter que les handicapés puissent avoir accès dans les lieux publics. C'est lui qui a fait toutes les lois pour les personnes. J'avais une mauvaise image de ton père, pardon. Bah écoute, en tout cas, il a fait des choses utiles. C'était pas un saint, mais il a fait des choses utiles. Et c'est un intello? Très intellectuel. C'était un passionné de philosophie, il m'a transmis le virus. À 13 ans, il t'a donné le banquet de Platon à lire. Tout à fait. Et jure-moi que t'as rien compris. Eh ben écoute, j'ai compris la moitié des choses, mais suffisamment pour me donner envie de lire tous les dialogues socratiques. Mais c'est facile, les dialogues. Sincèrement, là, vraiment, c'est vrai, c'est facile à lire. Ce sont des dialogues, c'est un style oral. La maïotique? C'est Socrate qui a inventé la maïotique. Ouais. La maïotique consiste à faire accoucher ses interlocuteurs. C'est-à-dire que tu leur dis pas de vérité. Tu les questionnes. Sur question. Mais c'est un peu ce que tu fais, au fond. Tu fais de la maïotique socratique. C'est-à-dire que tu dis pas ce que tu penses, tu laisses la personne s'embourber, puis au bout d'un certain temps, il comprend par lui-même qu'il a dit une connerie. Voilà, c'est ça, Socrate. C'est génial. Il donne jamais de leçons. Moi, j'en parle dans mon one man. Hein. De Socrate? Oui, je dis, peut-on lire Socrate en faisant sa crotte? Bah pardon, mais c'est une vraie question. Bah tout à fait. Ça vous choque, vous? Non, moi j'ai été un jour chez un philosophe que je nommerai pas, qui avait des piles de bouquins dans ses toilettes, et il me disait, mais c'est là que je lis quasiment le plus. Ben voilà. Moi, quand je fais des bouquins, c'est là où se retrouvent mes livres, hein, dans les toilettes. Hein. Attends, puisque tu dis ça, un jour, je faisais une randonnée en haute montagne, j'avais très envie d'aller aux toilettes, et je passe devant un chalet d'alpage. La dame m'ouvre, elle me dit, voilà mes toilettes, et là, dans les toilettes, je vois une phrase d'un de mes bouquins, au mur, tu vois. Et ben, je te jure, ça m'a fait plus plaisir que j'ai eu le prix Goncourt. Parce que de voir qu'il y a des gens qui découpent des phrases de tes bouquins, qui les mettent dans les murs de leur chiotte, c'est marrant. C'est vraiment un honneur. Aventure. J'étais dans les toilettes en basse altitude, c'était pas en alpage, mais j'ai vu une de tes phrases et moi ça m'a fait chier quoi. Bizarre. Tant mieux. Toi ça t'a fait plaisir. C'était le but. Moi ça m'a fait chier. Donc voilà, 13 ans, le banquet, waouh. Tu lis aussi Épicure, les stoïciens, Aristote, Gustav Jung, dont tu es un fan absolu, un grand psychanalyste, et Pif Gadget. J'adorais mais comment tu sais ça? Je sais. Parce que je l'ai dit nulle part. Ouais. Moi j'ai fouillé, hein. Moi j'ai un peu Raon, mon idole c'était Raon. Raon. Et puis les gadgets de Pif Gadget, le fils de Krao. Oh putain. Ça fait 40 ans que j'ai pas parlé de Pif Gadget, mais quel bonheur. T'as fait les pifis, toi? T'as réussi à faire vivre les pifis? Non, j'ai jamais réussi. Et toi, t'as réussi à faire pousser les plantes et les machins? Non.
Si tu devais résumer la philosophie en une phrase, tu dirais quoi? Je dirais que c'est nous aider à penser bien pour vivre mieux. D'accord, moi j'ai posé cette question dans la rue aux gens. Regarde ce qu'ils m'ont répondu. La philosophie, c'est le fait d'être libre de sa pensée, de pouvoir analyser le monde et le voir d'un angle propre à soi-même. Pour Bien. moi, la philosophie, c'est une manière de réfléchir. C'est surtout, pour moi, très formateur, pour individuellement, pour chaque personne, pour se former sa propre manière de réflexion. Et pour moi, ça devrait surtout être instauré dans les écoles, d'aider les plus jeunes classes. Je trouve ça dommage qu'on en fasse qu'en terminale. C'est super pour l'instant. Ça peut être la vie, la mort, les relations. La philosophie pour moi c'est les cours où je dormais plus quand j'étais au lycée. Ouais, c'était mon après-midi sieste. Finalement, est-ce que ce serait pas un signe de réflexion et d'humanisme? Pour moi, la philosophie, c'est quelque chose de très intéressant, très utile. Je pense que c'est pas toujours bien enseigné parce que des fois c'est un peu ennuyeux, mais moi j'aimais bien. Pour moi, c'est quelque chose d'utile. La philosophie, c'est la chanson d'Amel Bent. Je n'ai qu'une philosophie. Nanana. Voilà la Vox Populi. Ouais, mais globalement, je trouve ça super parce que ce qui ressort le plus, c'est on apprend à penser par soi-même. Et c'est ça la philosophie. C'est penser par soi-même, c'est ne pas répéter forcément ce qu'on a appris, ce qu'on nous dit. C'est se forger une réflexion personnelle. C'est Montaigne qui disait, on nous apprend à l'école à avoir des têtes bien pleines. Et il dit, on vous ferait mieux de nous apprendre à avoir des têtes bien faites. C'est-à-dire d'être capable d'avoir un bon discernement, un jugement personnel. Et c'est le but de la philosophie. Et on nous apprend au bois de Boulogne à avoir les couilles bien vides. Non mais, pardon, hein. Ah oui, ça fait partie Chacun son effectivement de la niveau, vie. hein. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette personne qui dit on devrait commencer la philosophie à l'école primaire. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Faut pas attendre d'avoir 17 ans pour philosopher. La philosophie commence avec l'étonnement, avec l'interrogation, et on peut apprendre à des enfants très vite à philosopher. C'est ce que je fais avec une association qui dépend de la Fondation de France, qui s'appelle SEV. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et on forme des enseignants et des animateurs à faire des ateliers de philo dans les écoles. Et il y a déjà plus de 5000 animateurs qu'on a formés comme ça. Dont beaucoup de pédophiles qui ont pris ce biais. Qui touche les enfants par la philosophie, oui. C'est ça. Ben écoute, non, là, ce sont des enseignants qui ont un peu pignon sur rue, mais c'est sûr que on est dans un monde où, hélas, on apprend des choses horribles tous les jours, donc voilà. Après ton bac, tu fais des études de philosophie justement à l'université de Fribourg et tu obtiens une maîtrise. En 82, tu passes 3 ans dans la communauté Saint-Jean sous le nom de frère Nathanaël. C'est quoi ce bordel? Eh ben, c'est que j'ai lu les évangiles et que ça m'a percuté. T'as toujours été croyant ou? Oui, alors pas pratiquant, mais j'ai toujours ressenti quelque chose qui nous dépassait. J'ai toujours senti qu'il y avait... Oui, absolument, qu'il y avait quelque chose de supérieur à nous. J'ai toujours senti... Attends, pardon, parce que Roman arrive bêtement. On ne sait pas pourquoi. Roman? Mais non, mais plus la vanne est nulle, plus ça me fait rire. Celle-là, elle est super. Super nul. Super nulle. Ouais. Et donc oui, j'ai senti, mais je savais pas le nommer, si tu veux. Puis un jour, je lis l'Évangile, et là, je suis percuté, je suis bouleversé. Et t'es percuté par un prêtre? Non, par une parole de l'Évangile, parole de Christ. Quelle parole? C'était si tu savais le don de Dieu. Et j'entends simplement ça, si tu savais le don de Dieu. Et là, je me suis mis à pleurer. Pendant 2 heures, j'ai pleuré. Parce que je sentais que j'étais aimé de manière inconditionnelle. Mais la phrase n'est pas terminée. Et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça, c'est la phrase complète. Mais après, il faut la lire dans tout son contexte. Bah, et si tu veux, donne pas envie de chialer. Non. Bah, mais si moi, tu dans répètes... le contexte, ça m'a percuté. Et puis j'ai lu l'Évangile et je me suis aperçu que c'était que des paroles, des phrases, des attitudes bouleversantes. Le Christ ne juge jamais, il condamne jamais, il est toujours là pour redresser les gens, pour les aider à s'améliorer, à grandir. Et j'ai senti que j'avais rencontré la personne de l'humanité, parce que pour moi c'est un homme. Qui m'a le plus touché, si tu veux. Et j'ai eu envie de me mettre, entre guillemets, un petit peu comme lui, de tout quitter. Donc j'ai vendu mes disques, tu te rends compte, j'étais hyper attaché. J'avais une collection de vinyles absolument incroyable. J'ai tout, mais j'ai pas vendu, j'ai donné. Moi, j'ai donné tout. Je les ai donnés aussi. J'ai donné tout et je suis parti pendant 3 ans pour vivre l'évangile. Et là, j'en suis revenu parce que je me suis aperçu que je cherchais l'évangile et j'ai trouvé l'église. C'est-à-dire, j'ai trouvé une institution hyper rigide. Je faisais du yoga, de la méditation, on me dit c'est satanique. Dès que tu lis autre chose que le truc, bon, il s'intéressait à la philo, donc c'est bien. Mais à côté de ça, je dirais qu'il y avait plein de choses que je ne supportais pas. Et du coup, j'ai tenu difficilement 3 ans et je suis parti. Tu as cicatrisé depuis?
J'ai mis des années, j'ai fait des cauchemars pendant 15 ans où je me voyais encore en habit religieux et bon, après j'ai pas fait de vœux définitifs, tu sais, je me suis engagé pour 3 ans, je suis parti au bout de 3 ans, mais c'était une expérience où j'ai vécu des moments très forts. C'était ton service militant. Un peu, exactement. Service militant, service de la foi. Là, voilà, là, ça rigole pas, là. Non, parce qu'elle est bien. Donc, Elle est bien. Et c'est vrai Connard. que j'ai eu des moments très difficiles et en même temps, j'ai gardé toujours ce lien avec le Christ très fort. Ça m'a pas dégoûté de l'évangile, en fait. Voilà. Ce qui te séduit, je parle sous ton contrôle, ce qui te séduit le plus chez le Christ, c'est la bienveillance, non? C'est l'amour inconditionnel, qui est au-dessus de la loi. Et toutes les religions nous parlent de la loi. Écrasé au tribunal. Ouais, ouais. L'amour est au-dessus de la loi. Et il avait 13 ans. Oui, mon cher. Je parlais de la voie religieuse. Oui, La loi religieuse. oui, c'est Qui condamne tout le temps. ce dont parlent tous les curés qui t'enculent, hein, la voie Ouais. religieuse. Hein. La loi religieuse. Ouais, ouais. Non, mais puis c'est vrai que c'est un message de non-jugement. On est tout le temps dans le jugement. On est tout le temps en train de juger les autres, de se juger soi-même. Donc ne jugez pas. Voilà, c'est une parole Là, qui je m'a te libéré. juge, là. Oh, tu fais ce que tu veux. Là, mais je te juge. Ouais. C'est bienveillant. Je trouve que Ouais. t'es un très bon invité, mais je te juge. C'est une forme de jugement. Ben, Je juge Roman, là aussi. oui, c'est vrai, on juge tout le temps. Après, on fait souvent des jugements qui condamnent les autres, qui les enferment dans quelque chose, un acte qu'ils ont pu commettre, qui est pas forcément bien. Mais tu peux pas enfermer une Essaye de bien personne. conjuguer parce que ça va Ouais, faire c'est le groupe. mais des fois, c'est vrai que on faut pas enfermer une personne uniquement à partir d'un acte qui peut être des fois parfaitement condamnable. En 86, tu deviens directeur des éditions chez Fayard. Quel rapport entre ton doctorat et ta rencontre, ton métier d'éditeur, ton doctorat en philosophie, et puis le bouddhisme aussi qui arrive à ce moment-là? Bah, j'ai fait un doctorat interdisciplinaire entre philo et sociologie sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Parce que ça me passionnait. J'ai fait la découverte aussi du bouddhisme et je me suis rendu compte que c'était une forme de philosophie spirituelle. Donc tu vois, ça alliait un peu les Donc deux toi, t'as choses qui pas trouvé m'intéressaient. d'antagonisme entre la religion catholique et le bouddhisme, Pas qui du est plus une philosophie? Alors la religion catholique, elle peut avoir un côté, bah c'est une révélation. Hein. On te dit, Dieu, la vérité est là. Alors dans le bouddhisme, on te dit pas ça. On te dit la vérité est en toi et c'est toi qui dois la trouver. Et ça m'a un peu libéré peut-être du dogme catholique, tu vois. Donc j'ai fait un lien entre le message d'amour du Christ et le message bouddhiste, qui est très ouvert et qui est une philosophie spirituelle. Et c'est vrai que ça a été pour moi une passion. Et du coup, en fait, comme j'étais à une époque où on commençait à s'intéresser au bouddhisme, à la spiritualité, à la philosophie grecque, là, j'ai trouvé un éditeur qui m'a dit, moi, j'ai besoin de publier des livres là-dessus. Vous y connaissez un peu. J'aimerais bien que vous travailliez dans l'édition, ce que j'ai fait pendant quelques années. Et puis après, j'ai démissionné parce que j'avais envie d'écrire des livres. En 96, tu collabores à l'Express et à Psychologie Magazine avant de prendre la direction du magazine Le Monde des Religions. Ensuite, tu publies pas mal de bouquins traitant du bonheur, du bien-être et de la spiritualité. Citons pêle-mêle Sectes, mensonges et idéaux. Très bon titre. Le bouddhisme en France. Mhm. Tiens, voilà du Bouddha. Tu vends des millions de livres et tu te fais des couilles en or. Bon, honnêtement, oui. C'est-à-dire que j'ai eu à un moment donné une explosion. 7 millions de livres vendus. 10 aujourd'hui. 10 aujourd'hui, Ouais. traduits dans 40 pays. Pas 40. 50 aujourd'hui. 25, Il a 25, décidé de me 25. faire Non, j'ai chier. baissé 25. Non, Vos non. chiffres sont faux, monsieur. Non, mais c'est vrai que j'ai eu, tu sais, un succès comme ça, tu ne peux pas le programmer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai toujours fait ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est la philo, c'est la spiritualité. C'est ce qui me nourrit depuis toujours, depuis l'enfance, je te le disais. Et puis un jour, ce qui m'intéressait est devenu une passion pour plein de gens. Et du coup, j'ai pas du tout été chercher le succès. Il est venu parce que ce dont je parlais intéressait les gens. Ça a décalé tes centres d'intérêt parce que maintenant tu mets en un l'argent avant la spiritualité. Alors pas du tout, parce que non, sincèrement, l'argent a toujours été un moyen. Sinon, je l'aurais recherché depuis le départ. J'aurais cherché à faire un boulot. Je Voilà. me fous de toi, je sais bien. Mais je te l'explique. Voilà. J'imagine bien. Mais je ne renie pas l'argent. Ça m'a apporté beaucoup de liberté. Ça m'a permis d'avoir une petite maison merveilleuse en Corse au bord de la mer. Ça m'a permis de voyager, de faire ce que j'aime. Donc voilà, je crache pas du tout sur l'argent que j'ai gagné, même si la moitié est partie aux impôts, et tant mieux. En 2017, tu t'engages pour la cause animale en écrivant une lettre ouverte aux animaux. Et dans ce livre, tu appelles les hommes à une éthique par rapport au monde de la vie animale.
tu crées une association ensemble pour les animaux. C'est quoi le but de l'asso? En fait, c'est de servir un petit peu de lien entre toutes les associations, parce que malheureusement, tu le connais peut-être un peu la vie associative, elles se tirent toutes dessus, tu vois. Et donc, je voulais faire une association dans laquelle j'informe de ce qui se passe à L214, à 30 millions d'amis, etc., pour créer des passerelles, pour que les gens qui veulent savoir ce qui se passe, pour Coucou, faire évoluer, Brigitte. voilà, exactement, pour faire évoluer la cause animale, puissent avoir un lieu un peu où ils se retrouvent, etc. Et c'est pas évident, hein, parce que ils sont vraiment, c'est dommage, parce que c'est une cause magnifique, la cause animale. Mais l'humain est tel qu'il peut pas s'empêcher toujours de tirer sur les pattes des autres. Donc, je fais ce que je peux avec cette association. J'avoue que c'est pas si simple. C'est bénévole. Je fais travailler des bénévoles. Mais en tout cas, pour moi, la cause animale, elle est super importante. Tu as aussi un combat humain parce que tu as milité pour la suppression des places de parking pour les personnes handicapées. Ah bah absolument. Donc, C'est un scandale. Pour qu'on puisse ça. se garer Mais- plus facilement. Mais exactement. Donc je ça, sais c'est pas un combat pourquoi. qui est très louable. Absolument. Et je t'en remercie. Mais pour revenir sur les animaux, juste un instant, parce que je sais que C'est un vegan, su- pardon. Non, je suis pas vegan. Je n'y arrive pas. J'aimerais et je n'y arrive pas. Franchement, je l'avoue, j'aime trop la blanquette de veau. De temps en De temps, je veau aux craque. olives. Ouais, de temps en temps, je craque. Alors chez moi, je mange jamais de viande, jamais. Je n'en achète jamais. Par contre, quand je suis au resto avec des copains et que je vois passer certains plats, je peux pas m'empêcher. Moi, je craque. suis flexitarien. Ben voilà, j'allais dire le mot. Encore un point commun. On tend vers le On végétarisme. tend vers le. Ouais. Alors, là, j'ai du mal à manger. Je mange beaucoup moins de viande, mais j'ai du mal avec les bébés. J'adore l'agneau. Ah, mais c'est Mais c'est horrible. un bébé. Mais dès que tu penses Donc, à je ça. mange plus d'agneau. Ouais. Le veau, j'allais dire, j'en mange plus, mais j'en ai mangé en Corse, du veau. On aimerait bien ne plus On en aimerait manger. bien ne plus en manger. Absolument. Soyons honnêtes, on aimerait bien ne plus en manger. Soyons honnêtes. Ouais. Et j'ai découvert un truc assez étonnant parce que j'ai des amis qui arrivent parfaitement à être végétariens ou véganes. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et on m'a dit c'est lié à ton résus sanguin. Parce que il paraît que les plus vieux résus sanguins de l'humanité, c'est O. Je suis O. Et que ce sont des gens qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Et donc, on a besoin un peu de viande. Alors que les gens qui sont A ou B, qui sont liés plutôt à la sédentarisation et au blé, etc., ils en ont moins besoin. C'est intéressant. Regarde la cam. Ouais. Et dis, moi, je suis O. Moi, je suis O négatif. C'est bien, c'est un vrai message. C'est un espoir pour les. Alors, pour je les- sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a plein de livres scientifiques vérifiera. là-dessus, mais voilà. Ouais, moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as une réponse philosophique à une question enfin, un commentaire qui revient tout le temps dès que Laurent poste Un truc sur les animaux. un truc sur les animaux? Ouais, Lucie. Je suis avec Roman, là, j'appelle sa femme. On fait l'émission et il se permet de poser une question. Ça vient d'où ça Il est pareil à la maison, non? Ah, d'accord. Ah, il change de caractère. Il décide. Il faut le laisser faire, sinon il devient agressif. Ok, je t'embrasse. Oui, ta question? Donc le commentaire, dès que tu fais un post sur les animaux en disant protégé, ou alors il relaye un post L214 ou quoi ou qu'est-ce, le premier commentaire qui revient directement, c'est Et les au lieu humains. de Ah. s'occuper des animaux, Alors, il ferait mieux de t'occuper il des y a- mecs dans la rue. Pas l'un ou l'autre. Il y a Lamartine qui a une phrase magnifique qui dit on n'a pas deux cœurs. Un cœur pour les humains, un cœur pour les animaux. On a du cœur, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'elle est intelligente. Et quand on a du cœur, on aime tous Tu l'as les êtres baisé, vivants Lamartine, qui toi? Ouais, souffrent. c'est bien. Tous les êtres vivants qui souffrent, on les aime. C'est évident que quand on Oui, voit c'est un pas l'un ou animal l'autre. qui souffre, on est bouleversé, on a de la compassion, parce qu'on a du cœur. Et les gens qui disent ça, je peux te dire, ce sont rarement des gens qui s'occupent des humains. C'est-à-dire qu'ils disent ça comme ça leur donne bonne conscience, mais les gens qui s'occupent des humains, ils aiment aussi les animaux. Parce que, encore une fois, quand on a du cœur, on s'occupe autant des animaux que des humains. Tu milites aussi pour le savoir-être et le vivre ensemble. C'est quoi le savoir-être? Ah, bonne question. C'est qu'on nous apprend... Par rapport dans à la celle de Roman. savoir-faire. Refais ta phrase. Ouais, Bonne question Et- par rapport alors, à celle de Roman. excellente question, parce que la précédente était vraiment pas mal, mais pas aussi bonne. Non, mais j'ai un peu de compassion quand même. Et en fait, le savoir-être, c'est le, si tu veux, un peu l'opposé du savoir-faire. On est dans une société où on nous apprend tout le temps à savoir-faire. Il faut savoir faire ci, il faut savoir faire ça, il faut apprendre un métier, etc. Mais on nous apprend pas à savoir-être. C'est-à-dire gérer ses émotions, être un meilleur être humain, être capable d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Donc savoir-être, c'est ça. C'est développer les qualités d'être et pas uniquement les qualités de faire. Donc l'apprentissage technique. Et Parce que nous, dans notre milieu, on a le savoir-faire et le faire savoir dans la Oui, communication. c'est vrai. Donc, on Exactement. parle jamais du savoir-être. T'as un de tes invités, j'ai écouté l'émission, j'ai beaucoup aimé, c'est Bernard Campan, que j'apprécie beaucoup. Et Moi aussi. il en parle très bien. Parce que c'est quelqu'un, comme beaucoup d'autres, qui sont dans la recherche de l'amélioration de l'être. Et pas uniquement dans le perfectionnement du faire. Il a une quête spirituelle Ouais. que j'ai pas du tout personnellement.
Ben, je sais pas si tu as pas du tout une quête spirituelle, parce que qu'est-ce que tu entends par spiritualité? Se poser des questions fondamentales. Tu t'en poses pas? Des questions non, mais si, comme tout le monde, il n'y a pas de réponse. Donc, ça m'angoisse, c'est abyssal et je passe à autre chose. Donc, non. Et puis la spiritualité, c'est être confronté à soi-même. Et moi, je me vois déjà 24 heures par jour, ça va. Je me saoule. Tu te saoules pas, toi? Si. Je suis d'accord. Je me saoule aussi et ça fait du bien de pas penser à soi. Mais dans la spiritualité, je crois que la différence avec le narcissisme, c'est que t'essayes de te connaître pour t'améliorer. Et donc pour avoir des meilleures relations. Et moi, j'ai tout le temps besoin de m'améliorer parce que j'ai des failles, j'ai des défauts, j'ai des fragilités, comme tout le monde. Mal, on s'est dit, putain, qu'est-ce le qu'il pauvre est perfectible, le mec. C'est fou. Voilà, je le sais. Et donc, j'essaye de m'améliorer. Il y a encore du boulot à faire. Mais c'est ça, la spiritualité. C'est essayer de devenir un meilleur être humain. Tu es parfois critiqué pour ta quête du bonheur par des théologiens qui t'opposent que le bonheur des philosophes n'a rien à voir avec notre idée du bonheur actuel. Même moi, je comprends pas la phrase que je viens de dire. Non, moi non plus. Je ne comprends pas non plus. Écoute, j'ai été... T'as compris, non? Non, bah non. J'essaye de le dire d'une façon différente. Bon, je sais pas, essaye de la redire, mais c'est vrai qu'à la première lecture, non, j'ai rien compris. Tu es parfois critiqué pour ta quête du bonheur par des théologiens qui t'opposent que le bonheur des philosophes grecs n'avait rien à voir avec notre idée du bonheur actuel. Oui, c'est pas des théologiens, c'est d'autres philosophes. Par exemple, Luc Ferry, que j'aime bien d'ailleurs, dans la vie on s'entend bien. Par contre, il me critique toujours depuis que j'ai fait un livre qui s'appelle Du bonheur, un voyage philosophique, qui s'est vendu 1 million d'exemplaires. Je crois qu'il a pas supporté comme quelques autres. Et depuis, il dit tout le temps dans toutes ses conférences, Frédéric Lenoir, le philosophe du bonheur, mais ce que nous disent les Grecs pour le bonheur ne peut pas nous aider, etc. Et moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que le cœur humain n'a pas changé. Appelle Luc Ferry. Mais qui est très sympa, par ailleurs. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a des philosophes qui n'acceptent pas cette idée, qui me semble pourtant tellement vrai, c'est que le monde a complètement changé technologiquement, économiquement et tout, mais le cœur de l'être humain n'a pas changé. On a les mêmes paradoxes, les mêmes conflits intérieurs, les mêmes désirs, les mêmes ambitions, les mêmes petites choses que les Grecs. Et donc tout ce qu'ils nous disent sur l'être humain, quand tu relis les philosophes comme Socrate, les stoïciens... Merci de laisser un message, à très bientôt. Salut Luc, c'est Laurent Baffy. Juste pour te dire, je suis avec Frédéric Lenoir et il t'emmerde. Non, tu devrais pas dire ça. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Bon, moi, je l'appellerai pour lui expliquer. Tu peux dire que j'ai dit que j'étais quand même un bon pote. Bon. C'est horrible ce que je viens de faire. Atroce. Mais j'ai expliqué le contexte. Et là, je regrette un peu, c'est normal. Non, mais je voulais faire ça et je regrette un peu. Non, c'est drôle, moi, ça me fait rien. Ouais, bon, je sais pas comment il va le prendre. Hein. Je te rappelle. Ouais. Oui, dis-lui... Il vient de dire qu'il t'aimait bien. Appelle Luc Ferry. Non, c'était une blague. Et on n'a juste pas la même conception du bonheur, c'est tout. Et puis, dans la citation que Laurent, il parle des philosophes grecs, mais toi, tu t'inspires pas, mais tu fais plutôt référence souvent à Spinoza. Ah, mais au grec, beaucoup aussi. Au grec aussi. Et aussi à Spinoza. Pas tout, tu vois. T'es inquiet, là? Non, mais c'est pas sympa. Bonjour, je veux dire, c'est Luc Ferry. Merci de laisser un message, à très bientôt. Ouais, Luc, c'est Laurent Baffy à nouveau. Pardon, il a pas dit il t'emmerde, il a dit il t'admire. Et moi, avec mon mauvais fond, il dit non, je te le passe. Salut Luc. Bah écoute, on parlait du bonheur, que voilà. Et je parlais du petit différent que nous avons sur la conception du bonheur, ce qui n'empêche pas que je t'aime et je t'admire. Ciao. On va bien rattraper, putain. Super. On a niqué un philosophe. Ensuite. Oui, donc la philosophie, en gros, c'est la quête du bonheur, c'est de la définition du bonheur, des questions fondamentales. Mais rappelons quand même, pour ceux qui n'auraient pas la télé, que pour beaucoup de gens, le bonheur, c'est d'avoir le dernier iPhone et des millions d'euros à la banque, des fringues de marque, une Ferrari, un jet privé, un yacht. C'est ça le bonheur. Et ça, pardon, mais ça, les philosophes grecs n'en parlent pas dans leurs écrits. Au contraire. Il n'y a aucun philosophe grec qui a dit, pour moi, le bonheur, c'est d'arroser le cul des putes avec du champagne millésimé dans une boîte à Saint-Tropez. Alors que c'est ça le bonheur.
Bah, c'est ça le bonheur aujourd'hui. les On nous vend dans oligarques la, oui, ben on est dans un monde extrêmement consumériste où on nous vend cette injonction au bonheur et du coup les gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas ce que les gens les plus riches ont et si tout le monde veut devenir milliardaire, évidemment très peu le seront et donc ça crée une frustration généralisée et les philosophes grecs, à commencer par Épicure, le philosophe du plaisir. Chez les pro-socratiques et les post-socratiques, on retrouve aucune envie d'avoir un jet privé ou un yacht. Ni rien d'équivalent. C'est-à-dire qu'au fond, ils nous disent que le bonheur le plus profond, il est dans l'amour, dans l'amitié, dans le fait de cultiver la relation au monde, la relation à la nature, la sérénité, et que si on veut garder la sérénité, si on veut être dans la joie, c'est pas les biens matériels qui nous apporteront ça. Alors ça peut apporter, je disais tout à l'heure, faut pas mépriser l'argent, ça peut apporter quelque chose, mais ne chercher le bonheur que dans l'argent, c'est une fausse route. Mais comment accéder à la sérénité quand on sait qu'à la fin il y a la mort? Ça c'est la question. Ah, that's the big question, effectivement. Alors moi, je me dis à la suite de Montaigne que la mort... Il était russe, non? Montaigne, oui, bien sûr. On dit Un souvent russe de les Bordeaux. montagnes russes. Mais oui. Montaigne russe. Elle était bien, Très cette bien, excellente. très bien. À la suite de Montaigne, par rapport au Elle est Gémeaux. magnifique, elle est magnifique. Si tu veux. je me dis que j'essaye de compenser la finitude par l'intensité que je mets dans chaque moment. C'est-à-dire que Tu m'as perdu là. chaque petit plaisir, en fait, le fait qu'on va mourir, c'est qu'on a une limite, on pourra pas vivre éternellement. Le fait qu'on ait une limite devrait nous inciter à vivre davantage dans le présent et savourer tous les plaisirs du quotidien. C'est-à-dire être à fond dans ce qu'on fait, savourer quand tu bouffes avec un bon copain, le vivre pleinement, quand tu regardes la nature, savourer ça en te disant, puisque ça ne durera pas, savourons-le pleinement. Non, j'achète pas ta consolation. Ben moi ça m'aide parce que je me dis au fond, s'il y avait pas la mort, d'abord on pourrait pas vivre sur Terre. La Terre est limitée, donc imagine des milliards et des milliards d'individus, d'animaux, ce serait impossible. Donc la mort permet la vie, que la vie continue pour d'autres. Et puis ensuite, je me dis une deuxième chose, je me dis, s'il n'y avait pas la mort, imagine, tous les salauds seraient encore sur Terre. Tu aurais indéfiniment Trump, Poutine, Hitler, etc. Donc faut bien qu'il y ait un peu de nettoyage. C'est Pascal qui disait la mort, ça me concerne pas parce que quand je suis vivant, Ouais. et puis quand je serai mort, Exactement. je serai plus là, donc ça ne me concerne pas. Ça, c'est une idée que je peux acheter. Et c'est Épicure qui disait ça C'est aussi, Épicure avant aussi. Pascal, ouais. Qui disait Pendant effectivement, à pendant quoi la ça sert de pandémie, s'angoisser pendant la par rapport à la mort. Épicure, pandémie, Ah, Épicure, oui, d'accord, ça y est, putain. les vaccins. Ah oui, Donc j'ai mis du temps. Hein. je dis pas que j'ai envie de mourir, j'adore la vie. Mais je trouve que Tu la mort est une forme de nécessité. si es veux. client pour la finitude. Ben Ah, c'est ce je qu'il vois dit pas quand d'autres il va se faire solutions. masser. Je vois pas d'autres solutions en fait pour que la vie puisse continuer sur Terre dans des Parce que conditions j'ai relativement besoin qu'il valide correctes. toutes Ouais. mes vannes Non, pourries. Ah, attends, j'ai pas entendu ta vanne, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La finitude à la fin d'un message. Oui. Ah, la finition, c'est ça? Finitude. Oui, ok. L'happy ending. Bon, on va essayer de simplifier un peu la philosophie pour les gens qui, comme moi, sont des béotiens. On va commencer avec Platon, l'idole de tes 13 ans. Alors, je te propose, pour vulgariser un peu et donner accès au grand public, je te cite ces grands philosophes et toi, tu commentes. Mm-hmm. D'accord? Alors, Platon, l'homme n'est qu'un jouet inventé par Dieu. Je savais pas du tout que Platon avait dit ça. Alors là, tu me scotches. Est-ce que tu es sûr que c'est Platon? Oh, ben oui, je travaille. Ouais, voilà, Oui. tu sais, si t'as été chercher sur Internet, faut vérifier. Enfin Non, bon, non. peu importe. Non. Je connais. J'ai relu Le Banquet. Ouais, Il y avait l'apéro dînatoire avant le banquet. ouais, tout à fait, excellent. Tu n'as pas lu. Et l'after de Platon. Ouais, super. Faudrait que je le lis celui-là aussi. Oui, tu connais Donc pas. elle tous les- m'inspire rien cette phrase. Elle t'inspire rien. Non, moi je pense que l'homme a inventé Dieu. Je pense que Dieu, pour l'homme, c'est une béquille morale qui l'aide à supporter l'idée de la mort. Bah ça, c'est sûr que c'est l'interprétation freudienne en tout cas. Hein. C'est que l'être humain Bah, a tu vois, tellement je faisais- peur de la comme mort. Monsieur Jourdain faisait de la prose Bah, sans le savoir. fait du Freud. Je fais du Freud sans le savoir. Et il nous dit c'est face au désemparement face à la mort et l'insécurité de la vie que l'être humain a inventé Dieu. Ouais, Platon c'est une toujours. possibilité. Platon toujours. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Alors je pense que Là, oui. tu valides, il a Oui, bien dit ah, ça, je valide, Platon. oui. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'est une phrase que je trouve très belle et c'est vrai que on peut mener plein de victoires extérieures, mais si tu n'es pas capable de te dominer, de dominer tes passions, de maîtriser tes émotions, tu peux être un être humain déplorable, alors que tu peux gagner des batailles, des guerres, etc. Donc pour moi, c'est plus important.
la plupart des Et hommes... j'admire pas les milliardaires comme Musk, Trump, etc., qui ont réussi quelque chose d'assez un empire. Ils ont créé un empire, mais humainement, je les admire pas. J'aimerais pas du tout être comme eux. Recoupe-moi la parole une fois dans cette interview. Tu vas voir ce qui va se passer. D'accord? Oui. Baisse les yeux. Non. La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Platon, toujours Platon. Je sais pas si c'est vrai. Je pense que la Vas-y, plupart des gratte-toi les hommes... couilles en citant Platon, oui, hein. tout à fait. Je pense que la plupart des hommes Les philosophes se grattent qui les aiment couilles. le pouvoir, je pense que la plupart des hommes qui aiment le pouvoir sont mus par le pouvoir. Enfin, qui sont au pouvoir sont mus par le pouvoir. Et c'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où tu gouvernes parce que tu aimes le pouvoir, de toute façon, si t'aimes le pouvoir, t'aimes dominer. Et qu'à partir du moment où t'aimes dominer, t'es capable des pires choses. Donc je dis pas que tous les hommes politiques sont comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas effectivement des hommes politiques qui ont été au pouvoir pour servir le bien commun et pas pour servir leur ego. Il y en a Jésus, quelques-uns. Il n'aimait pas dominer. Ah bah pas du tout, au contraire, il en est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu... C'est le chef de la bande quand même. Ouais, mais chef d'une petite bande de pêcheurs qui n'en menait pas large. Et à un moment donné, bon, l'Évangile nous dit qu'il a fait des miracles, qu'il a guéri des lépreux, etc. et tout. C'est possible. Mais en tout cas, au moment où il a été arrêté, il a jamais cherché à se défendre. Sa troupe voulait le défendre avec des épées. Il a dit lâche l'épée. Je ne suis pas venu. Ah oui, le dernier qui m'a dit lâche l'épée, on a ouvert les fenêtres. Tu l'aimes bien celle-là? C'est un festival. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Festival. Je groove, Ouais. je groove. Et donc, si tu veux, non, je pense que lui, il voulait pas répondre à la violence par la violence, à la force par la force. Donc, c'est plutôt cette philosophie-là qui a inspiré Gandhi, qui a inspiré le Dalai Lama, etc., à laquelle j'adhère. Alors là, Platon, à mon sens, il a dit une très très grosse connerie. À pratiquer plusieurs métiers, on n'en réussit aucun. Mais quelle connerie! Ça veut dire que Léonard de Vinci ou Newton... Spinoza. Ouais. Spinoza. Tiens, Spinoza. Spinoza, qui est mon philosophe préféré. Je le Et dis, voilà, je fais une pauvre. déclaration d'amour. Spinoza est mon philosophe préféré. Et Spinoza était polisseur de verre. C'est-à-dire qu'il faisait des lentilles pour des télescopes. C'était son métier. Et il a écrit des œuvres de philosophie qui ont transformé l'humanité. Donc on peut faire plusieurs métiers, évidemment. Et des grands philosophes peuvent dire de grandes conneries. Aussi. Tout à fait. Là, Platon, en l'espèce. Qu'est-ce qu'il a dit là? Non, ben là, on peut pas... Ah oui, pas faire plusieurs métiers. Oui, c'est une On arrête avec Platon. C'est un con, il me débecte, il dit de la merde. Allez, on enchaîne avec Aristote, qui était l'élève de Platon, pas son contradicteur. Hein. Alors, il était son élève pendant 20 ans et après, il l'a contredit. C'est-à-dire, quand il l'a quitté... Au début. Pas au début, pendant 20 ans. Il a contredit après. Après, une fois qu'il a été Comme quitté toi, Platon. tu contredis là. Voilà, tout à fait. Après. Une fois Au début, qu'il a tu étais mon disciple. Mais maintenant, c'est et là, fini. tu me contredis. Et maintenant, tu me fais chier. Donc, je réponds. Et donc, Aristote, après 20 ans, il a quitté Platon. Et là, il a contredit Platon en disant « Je préfère la vérité à l'amitié ». C'est-à-dire qu'au fond, l'amitié qu'il avait pour Platon était très forte, mais il pensait que Platon se trompait sur des choses importantes. Sur plein de choses, on vient de le lire. Voilà. Et du coup, il a fait une œuvre dans laquelle il contredit Platon sur plein de domaines. Une œuvre dans laquelle? Dans laquelle, oh putain, mais je suis nul en grammaire, c'est horrible. Mais c'est l'émotion, tu sais, tu me troubles. Alors, Aristote, le bonheur est une fin en soi. Oui, ça veut dire qu'on recherche, c'est ce qu'on recherche de manière suprême. À travers tout ce qu'on fait, à travers ton boulot, à travers mon boulot, ce qu'on recherche, c'est le bonheur. Alors que les autres sont des fins pour autre chose. Pas d'accord avec ça. Presque Pour tout ce le temps. noix de boulot, c'est plus une fuite de soi Ouais. qu'une quête du bonheur. Ouais, mais la plupart des gens, ce qu'ils recherchent quand ils veulent de l'argent pour bosser, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a quelque chose qui va nous apporter le bonheur. Et donc, on va faire un métier, on va chercher une relation amoureuse, etc. pour être heureux. On recherche pas pour être malheureux, à moins d'être maso. Ça existe. Ouais, ça existe. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Ça, c'est C'est joli. bien, c'est beau, hein. Ouais, tout à fait. Tu peux participer, Roman. Non, mais je fais semblant de comprendre et je fais oui de la tête, mais je suis largué Non, depuis mais- longtemps. Hein. Non, mais alors, c'est vrai, des fois, on comprend pas, mais ça nous. Ça fait Il y a réfléchir. une petite Ça fait musique, réfléchir, ça ouais, nous tout à fait. interpelle. Elle est vachement bien, je trouve, celle-là. Encore, il n'y a point de génie sans grain de folie. Mais ça, C'est kiffe. magnifique. C'est magnifique. Ben oui. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs, on le voit chez les grands génies, hein, ils sont tous un peu barrés, hein, il y a toujours quelque chose. Je n'ose pas nommer quelqu'un Au qui montage, est en face de moi. Je fais en sorte que la caméra soit pas sur moi quand je fais ça. Épictète, le stoïcien, dont l'idée était d'éviter le malheur plutôt que de rechercher le bonheur.
Ce qui, pardon, revient un peu au même. Hein. Oui, mais c'est intéressant comme définition de dire qu'au fond, le bonheur, c'est le contraire du malheur. C'est une manière de penser le bonheur qui est de dire lorsque effectivement on est malheureux, ben on n'est pas heureux, et à partir du moment où on n'est plus dans l'expérience du malheur, on comprend ce que c'est que le bonheur. Autrement dit, je vais te le dire autrement, c'est parce que tu as expérimenté le malheur que tu sais ce que c'est que le bonheur. C'est l'absence de malheur. Quelqu'un qui n'a jamais été malheureux ne peut pas conscientiser ce que c'est que le bonheur. C'est pour ça que Prévert disait cette phrase merveilleuse, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Oui. C'est d'un coup, je me dis, putain, j'avais tout pour être heureux, je m'en rendais pas compte. Alors, tu vois, en préparant cette émission, je me suis intéressé un peu à la philosophie, aux grands philosophes, et j'étais un peu étonné, parce que d'un côté, il y a des phrases incompréhensibles pour le petit inculte que je suis, et j'ai pas été formé à la philosophie, et d'un autre côté, je trouve qu'ils enfoncent des portes ouvertes, les philosophes. Parfois. Le bonheur, c'est l'absence du malheur, le malheur, c'est l'absence de... Va te faire enculer. Tu te souviens de des proches qui disaient, c'est une autre manière aussi de regarder ça, ils disaient, une fois j'avais posé une question à un philosophe et une fois qu'il m'a répondu, je comprenais même plus ma question. Exactement. T'as l'inverse aussi, hein. T'as des trucs hyper compliqués. Épictète, alors la plus belle de lui, c'est aujourd'hui il fait beau, Épictète demain aussi. Magnifique. Je la connaissais pas, mais je vais la mettre dans mon carnet intime. C'est une vieille blague qu'on racontait quand on avait 10 ans. Ah, j'ai jamais entendu celle-là. Non, il a dit notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. Bonjour le lieu commun. En fait, ce que dit Épictète, mais qui est peut-être mal exprimé là, il l'exprime mieux autrement. Il dit le bonheur et le malheur ne sont pas dans les événements extérieurs, mais dans la représentation qu'on a des événements extérieurs. Tu expliqueras ça aux gens qui sont un tsunami dans la gueule, ou à Hiroshima. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas... Oui, pour des drames comme ça, oui. Mais après, il y a des gens qui sont malades. Il y en a certains qui vont rajouter à la douleur de la maladie la souffrance du refus. Et donc, le refus va les faire souffrir 2 fois. Parce qu'ils ont du ressentiment contre la vie. D'être déprimé quand à 20 ans, t'as une leucémie. Oui, bien sûr. Mais tu peux aussi, on connaît tous des gens qui se sont relevés d'épreuves et qui te disent, je suis plus la même personne parce que j'ai regardé cette maladie ou cette épreuve comme quelque chose qui pouvait être une opportunité pour grandir, pour m'améliorer, pour vivre autrement. 0,0. Bah non, c'est pas vrai. T'as pas rencontré dans ta vie des gens qui t'ont dit j'ai traversé un cancer, etc. Je suis plus la même personne aujourd'hui. Et finalement, ça m'a fait grandir. Très peu. Moi, j'en connais. Non, j'en ai vu à la télé, des témoignages dans des émissions. Alors, évidemment que c'est une phrase qui est très dure à entendre. Mais il y a quelque chose de vrai, c'est que le regard qu'on porte sur les choses peut nous rendre heureux ou malheureux. Plus que les choses en soi, si tu veux. Et ça dépend encore une fois, du travail que tu fais sur toi pour être capable d'encaisser, de gérer certaines choses et de les transformer pour en faire quelque chose de mieux. Il y a un truc ce qu'on appelle la résilience, excuse-moi. Oui, c'est relique. Ah oui, mais c'est ça, c'est pas autre chose. Attends, ce mot, on l'a toutes les sauces. J'osais pas le dire. La résilience. Mais je te le dis quand même parce que ça explique exactement ce que dit Épictète. Des hémorroïdes, tu te mets de la pommade, c'est la résilience. Non, en plus, ce qui est insupportable dans la religion chrétienne, c'est les gens qui te disent, et j'ai parlé avec eux, hein, que les choses n'arrivent pas par hasard, que tout a un but et tout. Quand t'as un gamin qui chope une merde et tout, ou qui se fait tuer par une bombe, c'est le dessein de Dieu. Alors moi là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, le mal, c'est pas bien. C'est pas bien. Aucune explication théologique peut justifier le mal. Merci. Sénèque. Lui, c'est mon préféré, Sénèque. Pourquoi ? Parce que on a tous une devise dans la vie, et ma devise est de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un truc qui te pousse au cul, qui te sort, qui te pousse à te dépasser, à bouger ton cul. Et... C'est vrai qu'il y a des maximes de Sénèque, de Marc Aurèle qui sont super fortes. Ça, c'est les stoïciens. Ils ont le sens de la formule. Marc Aurèle. La paire, il y en a pas 2. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est de la publicité de la paire, c'est ça. C'est Sénèque. C'était le prof de Néron qui l'a fait tuer. Oui, pour le remercier, il lui a dit Suicide-toi. Et il l'a fait. Il s'est ouvert les veines dans sa baignoire. Ouais. Bah, il n'avait pas le choix. Hein. Honnêtement, voilà. Quand on te dit suicide-toi, que c'est l'empereur qui te dit ça, vaut mieux suicider que de se faire foutre au fauve. Hein. Dis donc, l'empereur, il n'était pas Commode. Commode, qui est le fils de Marc Aurèle et qui était un empereur presque pire que Néron. Oui. Faut revoir Gladiator hein, pour de culture. Hein. Socrate. Alors la grande phrase de Socrate, c'est connais-toi toi-même. La première fois que tu la connais complètement ou pas?
Mais non, mais quand Ouais. j'ai été confronté à des gens C'est qui le ne la début. connaissaient pas Mm. complètement et qui me disaient connais-toi toi-même. Et moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était deux putes qui s'engueulaient. Conne, et toi, toi-même. Et après, Je pourrais plus l'entendre de la même manière depuis que tu m'as dit ça. j'ai appris que c'était la philosophie. Alors la phrase n'est pas terminée. Non, la phrase, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Ça veut dire si tu te connais toi-même, tu connais tout. Tu connais tout l'univers. D'accord. Mais la plupart des gens pensent Ouais. que la phrase est terminée. Hein. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Explique. Tu la connais pas? Qui est-ce qui dit ça? Bah c'est Socrate. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Tiens, je la connaissais pas, non. Elle est dangereuse cette phrase. Si mon bonheur, c'est de faire du tourisme sexuel en Thaïlande avec Oui. des enfants, Oui, oui, si j'ai pas de remords, si je suis heureux, je suis une ordure. C'est ça qui Mais je m'étonne. suis une ordure heureuse. Heureuse, ouais. Alors ça m'étonne beaucoup de Socrate parce que Socrate dit que ce qui est plus important que le bonheur, c'est la vie bonne, c'est vivre selon le bien. Et donc on peut être un salaud heureux, il dit ça c'est nul, mais ce qu'il faut, c'est que son bonheur se fasse pas au détriment des autres. Et donc il lie la justice au bonheur, tu vois. Donc c'est très bizarre cette phrase, où il faudrait la comprendre dans son contexte, parce que tout le message de Socrate, c'est de lier le bonheur individuel au bien commun, au souci des autres. Et je trouve que la philosophie est quand même assez morale. Oui. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des pires ordures? Il y en a eu qui ont traversé la vie en faisant les pires saloperies, qui ne se sont jamais fait gauler et qui se sont enrichis, qui ont tué. Et si on sait qu'il n'y a rien après... Alors, si on pense qu'il n'y a rien après, on se dit, bah évidemment, c'est tellement injuste que des gens merveilleux aient les pires souffrances et que des gens horribles... Après, t'as plein de gens, prenons les bouddhistes, hein, qui croient à la réincarnation, qui te disent ces gens-là, ils se créent un karma horrible et ils vont dans une autre vie, d'une autre manière, revenir avoir un effet boomerang de tout ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est la loi de causalité du karma, c'est-à-dire que tout acte engendre un effet. Pour eux, c'est quasiment scientifique. Ils te disent tout acte engendre un effet. Tu crois que Hitler s'est réincarné en acarien dans la chambre du petit? Je sais pas, mais si c'est réincarné, si la réincarnation existe, ça doit pas être terrible. Toi, tu as pensé à ta réincarnation? Jamais. Non, c'est pas vrai. Un jour, on m'a posé la question, si tu te réincarnes un jour, dans quoi t'aimerais te réincarner? Et j'ai répondu dans Laurent Baffy. Non, Sérieusement, c'est pas t'as vrai. dit quoi? Non, dans un chat. Parce que j'ai des chats, j'adore les chats et je trouve qu'ils ont une vie merveilleuse. Enfin, en tout cas chez moi, hein, peut-être des endroits où c'est pas partout pareil. C'est incroyable les chats. Ils sont libres, ils sont indépendants. En même temps, ils ont la sécurité, on leur apporte à bouffer. Ils vont te faire des câlins s'ils ont envie. S'ils ont pas envie, ils en font pas. C'est formidable. Ils s'étirent. Regarde le corps d'un chat, c'est extraordinaire. Comment il est bien dans Pourquoi son corps. tu bandes? Ben non, mais ça C'est pas m'excite normal déjà. qu'ils bandent. C'est extraordinaire. C'est les zoophiles. Regarde comment nous on est souvent tendus. Tu sais, les chats, stressés. voilà, tu les caresses, ils sont mignons, ils Ouais. ronronnent, mais la nuit, ils font 20 km, Ah ouais, c'est des ils vont prédateurs. baiser. Et non, ils vont pas baiser, ils vont baiser. Et chaque nuit, chaque année, ils tuent 100 millions d'oiseaux. Les chats sont des prédateurs extrêmement Ça, dangereux c'est vrai. pour l'environnement. C'est vrai que pour les oiseaux, c'est pas terrible. Et quand je vois un chat qui me ramène un oiseau, je suis très mal. Ou un écureuil. Ouais. J'ai jamais vu ça. Oui, j'ai un copain, il avait un chat, il lui a ramené un, parce que les chats, ils aiment bien faire des cadeaux. Ah oui, il te ramène, c'est horrible Ouais, ça. ouais. Bon, Et puis, c'est des tigres miniatures, Ah, hein, complètement. miniatures, c'est des prédateurs. Tu vois, on a beaucoup de points communs. Je dis pas que j'aime pas les chats, hein, mais moi, j'adore les chiens. Je suis plutôt... T'es plutôt chien? Ouais, plutôt chien. Ah ouais. Tu vois, comme Moi, on j'ai dit. eu les deux, hein. C'est une question quand on dit t'es plutôt chien ou chat, t'es plutôt Beatles ou Rolling Stone? Ouais. Alors, moi, j'aime les deux parce que j'ai eu des chats, j'ai récupéré plein de chats à la SPA. Oui, mais t'as pas eu des Beatles et des Rolling Stone? T'es plutôt Beatles ou Rolling Stone? Beatles. Moi aussi. Et plutôt chien. Et plutôt chat tout en aimant les chiens. Et moi, plutôt chien tout en aimant les chats. Alors, Socrate, il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Oui, ça c'est de Socrate, c'est très important. C'est au moment On va où... dire ça à Poutine. Bah, parce que lui, il estime que ce qui compte, c'est d'avoir une vie bonne, donc d'agir de manière bonne. Pour lui, c'est ça qui est essentiel dans la vie. Socrate, hein. Socrate. Pas Poutine, hein. Non, Poutine pense fait exactement l'inverse. Et donc, il dit, lui, il est condamné à mort de manière injuste, Socrate. Il accepte en disant, au fond, j'ai toujours bien agi, j'ai ma conscience en paix, c'est ça qui compte. Peu importe qu'on agisse mal envers moi. Quel âge il avait? Il avait 50 ans. Et il a Quel âge, refusé de Jordan s'enfuir. 46. Dans 4 ans, je vais te demander de t'ouvrir les veines. J'aimerais bien voir ta gueule. Boire la ciguë. Mais c'est une belle phrase, ça.
Donc Socrate, c'est l'inventeur de la maïeutique, et c'est l'art de faire accoucher quelqu'un d'une idée en lui posant des questions. Tout à fait. Plutôt que de lui affirmer les choses, il veut que son interlocuteur comprenne où est-ce qu'il se trompe pour arriver par lui-même à découvrir quelque chose. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les femmes, et ça vient de la philosophie. Et sa mère était sage-femme à Socrate. Ah oui, c'est ça qui est incroyable. Tu veux qu'on essaye de faire un coup de maïeutique, là? Allez, vas-y. C'est moi ou c'est toi? C'est toi. T'es sûr que Dieu existe? Non. Alors pourquoi tu restes croyant? Je suis un croyant agnostique. C'est-à-dire que je crois quelque chose qui nous dépasse, mais je sais pas quoi. Et je sais pas s'il faut l'appeler Dieu autrement. Mais tu te revendiques comme étant croyant? Agnostique. C'est-à-dire un croyant qui ne sait pas ce qu'est la chose qui nous dépasse. Mais tu crois que la croyance, c'est un libre service où tu peux prendre ce que tu veux? Oui, je pense que chacun peut croire ce qu'il veut. Après, peu importe si les conséquences sont pas mauvaises pour les autres. Tu penses que tu vas avoir des conséquences quand même? J'en sais rien. C'est ma vie, mes actes qui me jugeront. Diderot, philosophe des Lumières, Diderot. La vérité est souvent froide, commune et plate. Bon, c'est de la merde. Je comprends pas ce qu'il veut Moi non plus, j'ai rien compris. Je crois qu'il parlait de sa voisine qui était froide, commune et plate. Je ne sais pas. Pourquoi elle s'appelait peut-être Vérité? Madame Vérité, vous sortez de la bouche des enfants tout de suite. Par rapport à Kant. Ah, t'aimes bien les Allemands, toi, hein? Il y a des Allemands que j'aime bien, ouais. Mais je préfère Nietzsche à Kant. Ouais, je sais. Kant, Emmanuel, de son prénom, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Magnifique, ça. Alors là, vraiment, je trouve que c'est une des plus belles phrases de Kant. Explique. Eh ben, en fait, la philosophie, c'est pas un savoir tout près que tu dois répéter. Tu dois apprendre à penser par toi-même. Souviens-toi le petit sondage que tu as fait chez les gens. Il te disait, la philosophie, c'est apprendre à penser par soi-même. C'est exactement ce que dit Kant. C'est-à-dire, on n'apprend pas la philosophie comme on apprend la géographie, l'histoire et on répète des dates et des trucs. On apprend à penser par soi-même. Oui, mais on lit les grands philosophes pour nous aider à mieux penser. Exactement. On lit les grands philosophes. Donc, on apprend la philosophie pour nous aider à philosopher, en fait. On pourrait dire comme ça. Alors attends, une seconde. Pourquoi est-ce qu'on nous note à l'école sur la philosophie? Mais on devrait jamais noter. Non, Roman, reprends, mais ne tape pas. Tu as raison. Non, pardon. Alors moi justement, j'avais une question. Pourquoi est-ce qu'on nous note à l'école sur la philosophie? On devrait jamais noter en philosophie. Parce qu'effectivement, c'est très subjectif. Il y a des choses. On note bien les enfants sur la trisomie. Non, c'est trop loin, ça? Je suis pas sûr. Quand on coupe ça? Ouais, je suis pas sûr. Alors, l'autre, un petit truc en plus, il a le droit de faire des millions de vues, et moi, une vanne, j'ai pas le droit. Si. C'est fou, hein, tout pour Artus. À quel moment devient-on un philosophe? Quand on le décrète ou quand les autres nous adoubent? Quand les autres. C'est que les autres qui te disent, effectivement, qu'ils te considèrent comme un penseur, comme quelqu'un qui a bien réfléchi, qui les aide à mieux réfléchir. Donc ça, c'est dans le regard des autres, effectivement. Toi, tu as eu l'étiquette de philosophe quand dans ta vie? Après combien de livres? Après combien de... Vers, je dirais, 45 ans. D'ailleurs, c'est marrant parce que Aristote nous dit on devient philosophe vers l'âge de 45 ans. Il veut dire c'est le temps d'avoir réfléchi à ses expériences. Avant, on est trop le nez dans le guidon, on n'a pas mûri sa vie. On pense, on répète ce que les autres, comme lui, il était à 20 ans à l'école de Platon. Puis à un moment donné, on commence à penser par soi-même. Donc moi, c'est vers cet âge-là que j'ai aussi commencé de plus en plus à penser par moi-même, à écrire des livres de philosophie qui ont éclairé des gens. C'est à partir de ce moment-là que le non-philosophe, mais je vais te dire, je m'en fous. Il y a des gens qui vont dire que je suis pas un philosophe, il y a des gens qui vont dire que je suis un philosophe, c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à réfléchir. Kierkegaard. On peut penser qu'il est allemand avec un prénom qui fait peur, il est danois. Ouais. Kierkegaard, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'important n'est pas d'être le premier amant d'une femme, mais le dernier. C'est magnifique. Celui qu'elle a choisi, qu'elle a aimé. Et qu'elle a gardé. Que Fourniret n'a pas été fan de Kierkegaard. Tu sais, il y a un truc de Kierkegaard, je repense à ce que tu disais sur l'église tout à l'heure. Il a une phrase formidable. Il dit, il y a l'archevêque qui arrive dans l'église, avec toutes ses pompes, avec la chaise qui le porte, richement vêtu, etc. Et on le met, et puis il commence à lire l'évangile. Heureux les pauvres. Et il dit, personne ne rit. Toi, s'il n'y a pas bite poil couille, tu ris pas, toi. Non, ça me fait sourire, c'est bien. Nietzsche. Alors, vieille blague, Nietzsche, vas-y. Tu l'as fait pas, ça? Non, je l'ai pas. Tout le monde fait à tes souhaits. C'est tellement pitoyable. Ah ouais, non, je l'avais pas du tout. Nietzsche. À tes souhaits? Non, je sais pas.
Je la comprends même pas. Bah, c'est un nom qu'on éternue, quoi. Nietzsche, que des noms chiants à écrire. Alors Nietzsche a dit, dans la vengeance et dans l'amour, la femme est la plus barbare. C'est pas très 2025 tout ça. Ah non, ça, c'est sûr. Extrêmement misogyne. Bah, tu sais, l'humanité a été misogyne, patriarcale et antisémite pendant longtemps. Donc, on en sort depuis peu, heureusement. Il faut reconnaître que beaucoup de philosophes ont tenu des propos misogynes. Et pour te dire une chose, J'ai fait un spectacle là-dessus, je les citais tous. Ouais. Ah oui, où t'as repris des phrases de misogynie. Ouais. Soupe miso. Il a fait pire, hein, Nietzsche. La femme est la seconde faute de Dieu. Il était totalement décomplexé, le mec. Ouais, hein. ouais. Ça, on l'a mis dans Elle était sans filtre, comme toi, tu vois. Oh. Marx. Attends, Nietzsche, il faut savoir qu'il a beaucoup souffert dans sa vie amoureuse. C'est-à-dire qu'il a été rejeté par des femmes qu'il aimait, etc. et tout. Donc, je pense que c'est du ressentiment. Et quand on est Alors qu'il philosophe, condamnait le ressentiment, mais il a eu du ressentiment. quand on est philosophe, Tout à fait, il aurait dû se dépasser. on ne se venge pas dans l'écriture. Tout à fait. Bah, il l'a fait. On doit être objectif, non? Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, écoute, nul n'est parfait, Nietzsche ne l'est Marx, pas. alors je suis étonné que Marx fasse partie des philosophes, mais voilà, il est classé dedans. La religion est l'opium du peuple. Alors, ce que ça veut dire, en fait, à l'époque de Marx, Pour moi, c'est l'opium- imparable. Hein. Non, mais l'opium, pour lui, c'est un analgésique. Ça aide à supporter la souffrance. Ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, hein. tout à fait. Et il nous dit, au fond, c'est l'opium du peuple et c'est ce qui permet à la créature opprimée, qui souffre, qui est dominée, etc., de supporter sa condition. Donc la Et religion sa est là- finitude. et sa finitude aussi. On peut dire ça Surtout aussi. sa finitude. Et donc, non, mais là, il parle pas de ça. Là, il parle de sa condition socio-économique, si tu veux. Et donc, il dit les opprimés supportent leurs conditions parce que la religion leur promet le ciel, l'éternité, etc. et tout. Et donc, il dit c'est l'opium du peuple. Et c'est quelque chose de très vrai. Montaigne, fameux pote de la Boétie. La mort ne nous concerne pas. Oui, c'est Montaigne qui avait dit ça. Je l'ai attribué à Pascal tout à l'heure. La mort ne nous concerne pas. Moi, la mort ne nous concerne pas, ni mort ni vivant. Vivant parce que vous êtes vivant, mort parce que vous n'êtes plus. Alors, c'est une phrase d'Épicure qu'il a repris. D'accord. Ah ouais, parce Il y a que tout le beaucoup de phrases qui sont reprises par Et d'autres oui, philosophes. comme La Fontaine a pompé Ésope, les philosophes se Ouais, ils pompaient. se pompent les uns les autres. Alors, par exemple, une autre phrase qui est merveilleuse, c'est que il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait en quel port se rendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs dans la vie pour que le vent aille vers toi. Et en fait, c'est une phrase de Sénèque, mais reprise par Montaigne. Et tout le monde pense que c'est Montaigne. Mais il a reprise à Sénèque, donc ça arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ah, il se pompe un maximum. Ce sera la phrase qu'on va extraire. Il n'y a point de vent favorable. Non, Non. il se pompe. Il se pompe tout. J'aurais mieux fait de me taire. Très bon titre d'émission. Il se pompe un maximum. On est des putaclics, nous. hein. Roman et moi, on est des putaclics. On parle philosophie, mais ce qu'on veut, c'est avoir du monde, quoi. Et tiens, d'ailleurs, lis-nous ça. Vous kiffez Coloscopie. Vous pouvez aussi nous retrouver ici en podcast audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour l'écouter partout. Allez, bisous dans les fesses. Quand même, tu m'auras fait dire des trucs de dingue. Rousseau, l'homme n'est pur, c'est la société qui le corrompt. Bah ça, c'est la grande thèse de Rousseau, hein, c'est que l'être humain est naturellement bon et que après, c'est l'éducation, la société qui corrompt l'être humain. C'est très discutable. Parce que quand tu vois que les enfants, moi je pense que c'est entre les deux. Je crois que quand tu vois les enfants, ils ont à la fois les meilleures choses et les pires choses en eux. Ça dépend des régions. hein. Au nord, il y avait les corrompts. Et donc je pense que le cœur humain est ambivalent, qu'il a le meilleur et le pire à l'intérieur de lui, et qu'en fait l'éducation peut faire grandir le meilleur, ou l'inverse, faire grandir le pire, donc elle a un rôle à jouer, mais que déjà, dans l'être humain, il y a cette ambivalence. Et il y a un conte amérindien que j'aime beaucoup, c'est un vieux sage qui dit à son petit-fils, il y a deux loups en toi. Il y a un loup cruel, méchant, égoïste, puis il y a un loup bon, généreux, altruiste. Ils se battent entre eux, lequel va gagner ? Et le petit garçon dit, je sais pas, grand-père, dis-moi. Et il lui dit, celui que tu nourris. Et je trouve ça magnifique. C'est-à-dire Ouais. que nous, notre responsabilité humaine, c'est de nourrir le loup qui est plutôt bon et d'affamer le loup cruel. Mais on a les deux. Et tu crois que chez des enfants, il peut y avoir des générations spontanées d'ordures, de salauds, Qu'est-ce que t'appelles des générations spontanées ? des méchants, des enfants qui sont Ah pas corrompus. Non, il y a pas les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire que tout enfant, il a un ego qui fait que il a envie de posséder, il a envie de prendre, il a envie de dominer, et puis il a aussi du cœur qui fait qu'il a envie de donner. Il y a les deux. Et donc, il faut savoir ce qu'on va cultiver. Lui et l'éducation. Qu'est-ce qu'on va faire grandir ? Donc, je pense que Rousseau, il est un peu idéaliste quand il pense que c'est que la société, même si elle joue un rôle essentiel, l'éducation. Mais il y a aussi le cœur de l'être humain qui a ces deux dimensions. Allez, Spinoza,
ton chouchou. Ah, mon chouchou. T'as même écrit. Miracle Spinoza. T'as même écrit. Combien d'exemplaires vendus? 400 000 en grand format, 600 000 en poche, donc pas loin d'1 million. Ouais. Ouais, si je fais un bouquin Mais sur Spinoza, tu sais que ça sera à colorier. Non, mais tu sais que quand je l'ai sorti, quand j'ai dit à mon éditrice, mon prochain bouquin, j'aimerais le faire sur Spinoza, j'ai senti, tu sais, les épaules. Elle m'a dit, oh merde, sous-entendu, on va pas en vendre un, tu vois, parce 1 que million. et en fait, c'est un de mes plus gros succès, mais je l'ai fait avec le cœur. C'est un philosophe que j'aime tellement. Je me suis dit, il est dur à lire, il est très complexe, il faut le rendre accessible au plus grand nombre, parce que sa pensée est géniale. C'est une pensée de la joie. C'est un philosophe de la joie. Il laisse tomber toute la morale traditionnelle issue de Descartes, etc., en nous disant, la seule chose qui compte, c'est de grandir dans la joie. Comment faire pour y arriver? Et c'est merveilleux. Alors, une citation de Spinoza. L'être d'un être est de préserver dans son être. J'ai rien compris. On lui a donné un gage, on lui a dit, tiens, faut que tu dises 3 fois le mot être dans la phrase. Je n'ai rien compris. Non, ce qu'il nous dit, c'est que tout être fait un effort pour persévérer dans son être. C'est ça la phrase de Spinoza. Rien compris. Ce qu'on appelle le conatus en latin, c'est le mot effort. Alors, persévérer dans son être, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te le dire autrement avec d'autres mots. C'est que, en fait, tout être humain cherche à la fois à se préserver, c'est la sécurité, et à grandir. Tu vois, à progresser, à s'améliorer, à connaître plus, à gagner plus d'argent, à s'améliorer. Bon. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et donc, on fait un effort à la fois pour se préserver dans notre être, donc la sécurité, et grandir, nous améliorer. Et il dit, chaque fois que nous grandissons, que nous améliorons, nous sommes dans la joie. Chaque fois que nous diminuons, que nous ne pouvons pas progresser dans tous les domaines, nous sommes dans la tristesse. Et donc, comment faire grandir la joie et diminuer la tristesse? Voilà toute l'éthique de Spinoza. Comme c'est ton chouchou, ton préféré, ça mérite 2 autres citations. Je te laisse les choisir. Eh ben, il y en a une où il dit, ne jugeons, c'est pas ne jugeons pas, c'est ne pas juger, ne pas se moquer, ne pas critiquer, mais comprendre. C'est-à-dire, c'est la négation de mon boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre plutôt que de tout le temps. Ouais, pas de la négation de ton boulot, parce qu'en même temps, je trouve que ce que tu fais, ça fait réfléchir aussi. Des fois, une bonne vanne bien lancée, tu retournes les choses et ça te fait réfléchir. Non? T'as jamais réfléchi que t'étais philosophe un peu aussi? Non, mais t'es tellement bienveillant que tu me désarçonnes. Voltaire, François-Marie Arouet. Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Bah, c'est magnifique. Courageux le mec, mais bah, faux. Oui, mais en même temps... tu te vois dire ça à Zemmour? Tu te vois te battre jusqu'à la mort pour défendre... Non, mais pas se battre jusqu'à la mort. Mais je trouve que c'est bien qu'on puisse contester les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord plutôt que de les interdire. Entièrement d'accord avec toi, mais jusqu'à la mort. Non, jusqu'à la mort, il est faux cul de Voltaire. J'irai pas me battre pour que, effectivement, Zemmour, Trump et compagnie... Mais, vaut mieux les contester que de les interdire. Entièrement d'accord. Mais jusqu'à la mort, mon cul. Non, ça va trop loin. Alors, Lévi-Strauss. Alors, celle-là, j'ai pas compris. T'aimes bien Lévi-Strauss? J'ai lu qu'un livre de lui, Tristotropique. Alors, Tristotropique? Ouais. Moi, j'ai une citation. Sur, Roman, accroche-toi. Si j'étais vous, je passerais un 46 parce que j'ai l'impression que le 44 vous boudine un peu. Oui, alors, ça, c'est la citation la plus profonde que j'ai jamais entendue de Lévi-Strauss. C'était un jean. Tu crois? Ouais, je crois. Ah, bah voilà, ça y est. Bouddha, alors lui, c'est un cas à part parce que c'est un philosophe qui frise le déisme, hein, et il y en a qui le prennent Non, pour... pas le déisme. Il disait qu'il n'existe aucun dieu, aucun esprit... Non, tout à fait, pas du tout déisme. Tout le monde dit que c'est un demi-dieu ou... Non. En fait, Bouddha n'est pas déiste. Il nous dit on ne peut pas savoir si Dieu existe ou pas. C'est au-delà de la raison humaine. Et je suis pas là pour vous répondre à vos questions, si il y a une vie après la mort, si le Dieu existe ou pas. Ces questions-là, la raison ne peut pas les atteindre. Il dit, je suis comme un médecin qui suis venu vous enlever la flèche qui vous a blessé. Mais je me pose pas la question de savoir qui a tiré la flèche, à quelle distance, dans quelle matière elle est faite. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous guérir de la souffrance. Et c'est pour ça qu'il est dans ce pragmatisme, je dirais, le bouddhisme, c'est très pragmatique. C'est comment moins souffrir sans chercher à répondre à toutes les questions métaphysiques sur Dieu. Il a été formé par qui, Bouddha? Ben, en fait, c'est un peu la légende parce qu'on sait pas trop. Mais ça aurait été un prince d'un petit royaume du nord de l'Inde. Et puis, on l'aurait voulu le protéger complètement, son père qui voit pas la mort, la souffrance. Puis un jour, il sort, il découvre la maladie, la mort, la souffrance. Il se dit, mais il faut comprendre ces questions-là. Et du coup, il abandonne femme, enfant et royaume. Et très moral, le mec. Voilà, ça on le dit jamais. Et il se retrouve à méditer pendant 10 ans. Il fait de l'ascèse et tout. Il dit ça sert à rien. Et puis il fait de l'ascèse longue ou pas?
Oui, la sieste très Ah, c'est longue. bien pour Il méditer. fait la sieste pour méditer. Et puis après 10 ans dans la forêt où il mène une vie ascétique, il dit ça sert à rien. Il est passé d'un extrême à l'autre. Il va prôner la voie du juste milieu. C'est-à-dire ni l'abondance des richesses, ni la pauvreté extrême. Et donc, dans cette voie du juste milieu, il va s'asseoir au pied d'un arbre. Il va méditer pendant très longtemps. Il va avoir ce qu'on appelle l'éveil. C'est-à-dire une compréhension profonde de ce qu'est l'existence humaine et de comment faire pour essayer de quitter la douleur et d'atteindre cet état de paix intérieure qu'il appelle le nirvana. Parce que Bouddha, ça veut dire l'éveillé. L'éveillé. C'est pas son nom. Il s'appelle Siddhartha Gautama et c'est un titre. C'est comme Jésus. Jésus, c'est son nom, mais son titre, c'est le Christ, qui veut dire le Messie. Donc effectivement, le Bouddha, c'est l'éveillé, celui qui a atteint la compréhension ultime des choses. Mais il nous dit, même dans cette compréhension ultime des choses, Il a pas on les ne peut pas réponses. savoir si Dieu. Voilà, on n'a pas la réponse ultime. C'était quoi comme arbre? C'était je crois que c'était un figuier ou un ficus. Un pommier. Non. Pourquoi? La pomme d'Adam, la pomme, je cherche. C'est encore pire que ça. Vas-y. Bouddha aux pommes. Ah oui. Eh ben, Alors, j'aurais pas deviné ça. ce sera coupé 8 fois. Voilà. C'est aussi ça, l'humour. Faut l'encourager. C'est. Non, mais je l'ai pas trouvé, donc voilà. Alors, Bouddha aussi, alors celle-là, j'aime bien cette phrase. Il est difficile de trouver le bonheur en nous, mais il est impossible de le trouver ailleurs. Ouais, Ça, c'est c'est vraiment magnifique. joli, ça. C'est beau. Ouais, c'est magnifique. Alors ça rejoint ce que disait Épictète. Hein. Tout à l'heure, tu te souviens, il disait le bonheur, il est à l'intérieur de nous et il faut pas le chercher tout le temps à l'extérieur. Mais il le dit d'une manière tellement plus poétique et forte que ça Mais je trouve que ça fait partie claque comme une évidence là. ça fait partie des phrases qu'on comprend pas bien, mais qui font du bien. Tout à fait. Non, mais il y a des phrases comme ça. Tu te dis qu'est-ce que ça veut dire et en fait ça décale si tu veux les évidences, la pensée et ça t'oblige à aller plus loin. Moi j'adore ce type de phrase. On va terminer avec l'incontournable Confucius, dont les citations n'ont pas pris une ride C'est depuis fou. plus de 2500 ans. Ouais. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Bam, dans ta gueule. Ouais. Mais toute la philosophie, ce n'est qu'un questionnement permanent. On n'est pas là pour avoir des certitudes, ça c'est la croyance religieuse. La philosophie ne recherche pas la certitude, elle cherche à mieux poser les questions. Bouddha, Confucius? Confucius, qui était l'élève de Lao Tzu. Non, pas du tout. Et on ne sait même pas s'ils ont vécu à la même époque ou pas. Et ici, ils se sont connus. Et on n'est pas sûr. Moi, j'ai une photo. Ah, ben voilà, tu me la montreras, parce qu'effectivement, en fait, ils auraient vécu l'un et l'autre au VIe siècle, mais il n'y a rien qui prouve qu'ils se Avant soient connus. Jésus-Christ. Ouais, tout à fait. Ils sont très différents d'ailleurs, hein, puisque Confucius recherche une morale. En fait, Confucius nous dit il faut imiter le ciel. Le Ouais. ciel est parfait. Tu peux est totalement prévisible. Tu peux savoir que le soleil va se lever dans 1000 ans à telle minute précise, qu'il y a une comète qui va passer dans 300 ans. C'est parfait. Il dit il faut que la société soit fondée sur cet ordre céleste. Et Lao Tzu lui répond à un autre moment, c'est impossible, puisque on vit pas au ciel, on vit sur terre, et sur terre, tu peux pas savoir le temps qu'il fera demain. Et donc, il faut, plutôt que de vouloir ordonner tout avec quelque chose qui ne tiendra jamais, il vaut mieux apprendre à vivre avec le mouvement permanent de la vie. C'est un peu comme les pros Lamarck et les pros Darwin. Je sais pas la différence entre les pro-Lamarck et les pro-Darwin. Tu vas me l'expliquer. C'est sur l'évolution. Il y en a un qui dit l'animal s'est adapté parce qu'il était armé pour s'adapter. Et Ouais. l'autre fait non, l'animal a survécu parce qu'il a progressé. Sa trompe s'est allongée. Ah oui, toi, je connais pas la distinction. Toi, c'était Darwin, ouais. Je me mélange toujours. Ouais. Et non, mais je trouve que Confucius est beaucoup plus compréhensible que Lao Tzu. Confucius, il a un langage plus simple, une morale très compréhensible. Lao Tzu, il est poète. C'est un poète et donc il a des phrases plus énigmatiques souvent. C'est abscon. T'as lu Regarde. le Tao Te Ching ou pas? Non, mais Mais c'est très poétique. Tu aimerais parce que il y a des phrases magnifiques. il y en a qui sont absconses, pardon. Lao Tzu, les vérandas, c'est Akena. Qu'est-ce que tu me sens? C'est Lao Tzu. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, dis Siri, trouve-moi des citations de Lao Tzu. Et après, il m'a sorti ça, et j'ai vu en lisant qu'il avait tapé là-dessous. Je te jure que c'est vrai. Et Il du a coup, t'as tapé sorti un là-dessous. truc. Il confond. Lao Tzu. Siri connaît mieux là-dessous, Chantal là-dessous, que Lao Tzu. Ouais. Et je vois la citation, les vérandas, c'est Akena. Je dis, mais il est bizarre, ce philosophe. Parce que chronologiquement, c'était pas possible. Il y a 2500 ans. C'est clair. C'est ça qui m'a... Ouais. Mis la puce à l'oreille. On va terminer. En tout cas, ouais, c'était passionnant, hein, Roman. Hein.
Oui, ah bah passionne. Ton Je l'ai interview, réveillé, t'as vu? ouais, un petit peu, mais ton interview, oui, elle est super bien. C'est ses réponses. Les réponses nulles. Mais on Non, est non, d'accord. non, ton interview est vachement bien travaillée. Je suis étonné que tu aies autant bossé pendant que j'étais en vacances. Pas On là va pour terminer t'aider. simplement avec un questionnaire, oui ou non. Tu me réponds oui ou non. Dieu existe-t-il? J'en sais rien. Non, c'est oui ou non, c'est pas j'en sais Bah rien. non, moi je peux pas te répondre oui ou non à Je tout. te demande pas J'ai ce que tu peux horreur faire. de ces questionnaires je- fermés comme ça. Alors Oui ou après, je peux te dire, alors, mais je vais te répondre quelque chose, mais ce que je te réponds, ce n'est pas une certitude. J'ai plutôt l'intime conviction que Dieu existe, qu'il n'existe pas, mais je n'en sais rien. Oui ou non. Oui, sans certitude. Y a-t-il une vie après la mort? Oui ou non? Oui, sans certitude. Le mec, il a trouvé une porte de sortie. Bah oui, mais c'est que personne n'en sait rien. Sommes-nous seuls dans l'univers? Non, sans certitude. L'homme est-il un animal? Oui, avec certitude. Avec certitude. Tu Ah, peux dire ah, oui, bah, de au temps moins en que j'ai temps. une seule réponse. Ouais. L'être humain aura-t-il un jour des réponses aux questions existentielles? Qui suis-je? D'où viens-je? Que deviendrai-je? Dans quel Non. étagère? Non. Pas ultime. Je pense qu'on continuera de se poser toujours ces questions, qu'on n'aura pas de réponse ultime. Et il paraît que le cerveau humain n'est pas formé pour comprendre la complexité des réponses. C'est vrai ça? Je sais pas. On peut pas comprendre, on m'a dit, moi. Je sais pas parce Enfin, je que... sais qu'il ne pouvait pas comprendre la réponse Ouais. déjà. Non, mais je crois que le cerveau humain, ça dépend. Il peut sortir de la logique binaire. C'est pour ça que j'aime pas la logique binaire, oui, non. Parce que les orientaux nous apprennent ce qu'on appelle le tiers exclu. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un tiers des fois. Ça peut être oui et non. Ou ça peut être ni oui ni non, tu vois. Et nous, Ça, c'est un on autre est jeu. très binaire. Et on fonctionne par oui, par non. Je déteste ça. On termine quand même. Allez, vas-y. L'idole est-il vraiment moins cher que Leclerc? Alors, je vais te faire une confession. J'ai jamais été chez Lidl. Donc, je n'en sais rien. Le monde a-t-il une origine? J'en sais rien. Ça fait partie aussi des choses qu'on ne peut pas savoir. Est-ce que le monde a été créé à un moment donné ou est-ce qu'il n'a aucune origine, qu'il existe de toute éternité, comme disent les bouddhistes? Je n'en sais rien. Et toi qui adores les chats, t'aurais pu dire oui. L'origine Pourquoi du monde. Ah, La chatte. la chatte, ouais, l'origine du monde. Ah oui, j'aurais dû te dire la chatte, ouais. 3, Ah 4. ouais. La chatte. Non, c'est pas ça. Ah non, je l'ai pas. Non plus. Non. C'est marrant, parce qu'on a fait de la philosophie des jeux de mots pourraves pendant toute l'émission. Le monde durera-t-il toujours? Pas sûr. Là aussi, c'est soit l'univers est éternel, soit notre univers, et on sait que notre univers va finir, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? On n'en sait rien. On est loin du ni oui, ni du oui ou non. Ah, mais c'est impossible de répondre à ces questions par oui, pardon. Y a-t-il une cause à toutes les choses? Oui ou non? J'en sais rien. Philosophe de mes couilles. L'univers est-il ordonné? Alors, je dirais oui, plutôt oui, sans avoir de certitude, mais plutôt oui, parce que quand je vois l'harmonie du monde, je me dis, il y a un ordre, il y a quelque chose, la beauté, c'est une harmonie extraordinaire. Quand je vois un coucher de soleil, etc., je me dis, cet ordre-là, de cette harmonie présuppose un ordre. Mais alors, cet ordre, est-ce qu'il était instauré par le hasard ou par la nécessité? Je n'en sais rien. Est-ce le fruit d'une intelligence? Quand tu regardes Voilà, une c'est la fleur, grande question. c'est tellement bien C'est organisé. la grande question. C'est pour la ça que grande je serais question. plutôt tenté de dire oui, qu'il y a une intelligence derrière ça, mais j'en ai pas de certitude. Quel est le sens de la vie? Là, c'est plus oui ou non. Là. Je crois que c'est deux choses. C'est de passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience. Et toi, dans ta quête personnelle, t'en es où là aujourd'hui? À mi-chemin. C'est-à-dire j'ai fait tout un chemin pour essayer d'aimer mieux, parce que j'ai eu plein d'égoïsme aussi. J'ai fait tout un chemin pour être plus conscient et connaître mieux, et je sens qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et t'as pas un peu l'impression que quand on arrive à avoir certaines réponses ou quelques esquisses de réponses, on arrive à la fin de sa vie et que on peut pas mettre à profit ce qu'on a appris parce que... Tu sais ce que disait Edgar Morin? Enfin, c'est lui qui m'a dit ça, mais je sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Edgar Morin qui a 103 ans, toi. Et il m'a dit, c'est ce dicton, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Je trouve ça très beau. Parce que c'est vrai. De lui, c'est un vieux dicton. Oui, ça doit être un dicton, mais il me l'a dit ça un jour et je trouve ça très beau parce que c'est vrai que une fois qu'on sait, qu'on a compris, etc., on peut plus.
C'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens Ouais. de faire ce qu'on aurait fait dans sa jeunesse. Et quand on est jeune, on n'a pas l'intelligence de toujours bien orienter sa vie. Dernière question, Frédéric, parce que là, on s'est adressé à plein de gens qui connaissaient pas forcément la philosophie, et ça fait peur, parce qu'il y a plein de gens qui voudraient acheter un livre, qui voudraient s'y intéresser, mais c'est inhibant, une telle on a l'impression que les bouquins sont incompréhensibles et tout. La philosophie pour les cons, qu'est-ce que tu conseillerais comme livre pour avoir accès doucement à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont bien vulgarisé la philosophie? Ou le philosophe le plus accessible pour un débutant? Ben, si tu veux, si on veut lire des ouvrages de philosophie, il y a quelques ouvrages très accessibles. Par exemple, le Manuel d'Épictète, les Entretiens de Confucius. Ça, c'est 2 livres, et Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Voilà 3 livres que tout le monde peut lire. Le langage est simple, c'est efficace, c'est des petits livres qui font rien du tout, et c'est une très bonne initiation à la philosophie. Merci Frédéric. Merci Laurent, c'était super. Grâce à toi. Grâce Et à aux toi vannes aussi. de Romane.